Et bonjour tout le monde. Après avoir traité de David Lynch et de Death Stranding à travers des thématiques plutôt sombres, je me suis dit qu'un peu de légèreté ne nous ferait pas de mal. C'est donc avec un énorme plaisir, toujours, que je vous retrouve aujourd'hui pour cette quatrième vidéo de la série Onirisme, pour parler cette fois de Winnie l'ourson. Pense. Un personnage qui aura déjà 100 ans en 2026 et cher à mon cœur d'enfant. Et si vous avez cliqué, peut-être aussi au vôtre. Comme pour les autres vidéos de la série, on va s'attacher à décrypter cette œuvre et à voir comment elle parvient à recréer dans une certaine mesure la sensation du rêve. Car bien que la nostalgie y joue pour beaucoup, de nombreux éléments chez Winnie font penser à la logique onirique qu'on y retrouve. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour soutenir mon travail. On est sur un rythme d'une vidéo et demie par semaine à peu près, et plein de nouveaux sujets très divers arrivent. Maintenant qu'on a dit ça, préparez votre sac à dos et votre meilleur pot de miel, et direction la forêt des rêves bleus. Car oui, Winnie l'ourson ne serait pas grand chose sans l'univers dans lequel ses aventures prennent place. La forêt des rêves bleus présente des frontières floues, qui semblent sans limite, voire extensibles à souhait. Dans le film La grande aventure de Winnie, la bande d'amis à Pluche partent à la recherche de Jean-Christophe devenu introuvable. Leur premier réflexe est d'aller trouver Maître Hibou, le plus sage et le plus cultivé d'entre eux. Il leur dessine alors une carte du monde très approximative et pleine de mythes. De quoi susciter le frisson de l'aventure et nourrir l'imaginaire de visions surréalistes. Bien sûr, la carte ne leur sera pas d'une grande utilité et ils se perdront rapidement dans un chemin fait d'errance, alternant lieux sinistres et sinueux avec des espaces plus lumineux qui viendront remotiver les compagnons à poursuivre leur périple. Lorsqu'ils trouveront enfin Jean-Christophe, ce dernier leur annoncera avoir disparu car fin des vacances d'été oblige, il a dû retourner à l'école. L'ayant retrouvé, ils reviendront sur leurs pas, parvenant à leur point de départ en seulement quelques instants, alors qu'il leur a fallu plus d'1 heure de film pour s'en éloigner. Ainsi, le paysage est mouvant et semble se transformer au gré des changements d'humeur des peluches. La peur de se perdre se fait brouillard, et la joie d'avoir retrouvé son meilleur ami crée des raccourcis inattendus. Avant que Jean-Christophe ne se manifeste, Winnie tombera dans un puissant fond synonyme de son désespoir. Et c'est uniquement le fait de surmonter ses angoisses, seul face à lui-même, qui lui permettra de manifester, un peu comme par magie, son humain préféré. Instantanément, le jour succédera alors à la nuit. Dans les autres épisodes de Winnie, l'environnement est tout aussi malléable et comme souvent dans les dessins animés, est le reflet de la psychologie des personnages. L'arbre à miel de Winnie est plus ou moins difficile d'accès, et les ponts semblent ne jamais mener au même endroit. Cette incertitude n'affecte pas seulement le paysage, mais aussi l'écoulement du temps, comme on l'a vu avec ce passage instantané de la nuit au jour. Il n'existe pas vraiment de repères temporels, des événements courts semblent s'éterniser et les bouleversements climatiques viennent sans prévenir. Je pense notamment à cette inondation aux proportions bibliques qui survient dans le premier film et qui, en l'espace d'une nuit seulement, vient redessiner toute la géographie du monde. Quelques instants plus tard, la forêt est entièrement sèche et tout semble oublié. Les personnages vivent ainsi dans un présent perpétuel qui ignore les conséquences du passé tout autant qu'il est incapable de se projeter dans le futur plus de quelques heures. D'ailleurs, à ce propos, Winnie demande une fois à Porcinet quel jour on est. Lorsque ce dernier lui répond qu'on est aujourd'hui, Winnie lui répond alors que c'est son jour préféré. De la même manière, les peluches de Jean-Christophe paraissent comme prisonnières d'un temps cyclique, répétant les mêmes gestes issus de leurs obsessions respectives. Partir en quête de miel pour Winnie, clouer la queue de Bourriquet, trouver une nouvelle source d'angoisse pour Porcinet, ou encore plus éphémère, effectuer un nouveau bond pour Tigrou. En fait, seules les aventures principales des films proposeront de nouvelles dynamiques à ces personnages, comme justement aller chercher Jean-Christophe, ou dans les aventures de Tigrou retrouver sa famille tigre. D'ailleurs, peut-être ne le savez-vous pas, mais une théorie intéressante développe le fait que chacun des personnages du dessin animé serait la représentation d'un trouble psychique. Le TDAH pour Winnie qui peine à se concentrer et à réguler ses envies de miel, la dépression pour Bourriquet, l'anxiété pour Porcinet ou bien l'hyperactivité pour Tigrou. Bien que ce ne fût jamais attesté comme étant une volonté explicite du créateur, Alan Alexander Mine, cela participe à créer du mystère autour de l'œuvre et à lancer des débats. Maintenant qu'on a parlé de l'environnement et des personnages, j'aimerais qu'on se penche sur le bestiaire. Et s'il est relativement restreint, deux espèces se démarquent. Je pense bien sûr aux effélents et aux nouifs, reflets monstrueux des éléphants et des fouines. Ces derniers font leur première apparition dans le premier film, Les aventures de Winnie l'ourson. Nous les voyons prendre forme dans les cauchemars de Winnie à travers ce qui est peut-être ma scène favorite de toute l'œuvre. L'inondation dont je vous ai parlé plus tôt angoisse Winnie, non pas pour sa maison ou même sa vie, mais pour ses précieux pots de miel. Cette peur viendra teinter ses rêves de ces créatures monstrueuses et polymorphes, dont la seule volonté sera de les dérober. Cette séquence psychédélique, un peu comparable visuellement à la scène de Dumbo ivre, toujours chez Disney, aura marqué l'imaginaire de nombreux enfants à travers bien des époques. Nous retrouvons également ces monstres dans le jeu vidéo de 2000, La chasse au miel de Tigrou, qui en ce temps-là m'avait fait faire de nombreux cauchemars, car pour l'enfant que j'étais, il représentait des obstacles difficilement surmontables et effrayants. Ah, Tigrou, mon ami, méfie-toi des effélents et des nouifs dans la forêt. Ils peuvent être assez lourds. Des effélents et des nouifs, dis-tu? D'ailleurs, il s'agit du tout premier jeu auquel j'ai joué sur l'ordinateur familial, bien des années avant Zelda Phantom Hourglass sur DS.
Dans mes souvenirs, le jeu regorgeait de zones secrètes et de mystères, des grottes pleines de miel et des îles flottantes que l'on découvrait au hasard d'une chute ou d'une erreur de parcours. Bien sûr, en tombant sur des vidéos de let's play, je me suis aperçu récemment que cette sensation était surtout due à la nostalgie et à cette première prise en main du média, car il s'agit finalement d'un jeu de plateforme assez classique. Le premier film est découpé sous forme de chapitres. Cela se fait de manière très littérale puisque le livre dont il est issu nous apparaît à l'écran. Cette trouvaille visuelle, novatrice pour l'époque, permet plein d'autres petites idées tout aussi géniales. Lorsqu'il pleut, les pages du livre se mouillent. Pour passer d'une page à la suivante, Winnie saute entre les deux et le vent permet de les tourner. D'ailleurs, le narrateur brise régulièrement le quatrième mur en s'adressant directement aux personnages. Ces derniers, si on extrapole un peu, existent simultanément dans plusieurs dimensions, peuplant la forêt des rêves bleus, inanimés dans une chambre mais aussi dans leurs livres, et bien sûr à travers notre écran. Nous pouvons considérer leur personnalité comme des fragments de celle naissante de Jean-Christophe et qui, bien que divergente et radicale, représentent les divers chemins que pourrait emprunter la sienne à mesure qu'il grandit. Aujourd'hui, exactement 99 ans après sa création, Winnie l'ourson est devenue une œuvre mondialement connue qui a su traverser les âges. Elle existe et évolue désormais dans nos souvenirs d'enfance, dans ceux de nos parents et qui laissera peut-être de même une trace dans ceux des générations à venir. On peut y voir un socle imaginaire commun car de nombreuses œuvres en sont issues, de la chanson Winnie the Pooh des Beatles au film d'horreur Blood and Honey, en passant par l'un des niveaux de Kingdom Hearts. Et vous, quel souvenir gardez-vous de l'ourson en peluche le plus célèbre du monde? Dites-le moi en commentaire, et si vous êtes parvenu jusque-là, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des suivantes. De mon côté, je vous dis à bientôt.